J'espère que vous allez bien. Voilà, donc on revient avec vous sur votre première émission Comment tracer une courbe de l'année 2023. Je m'excuse, de l'année 2024. Voilà, donc tout en vous souhaitant nos meilleurs vœux. Donc que cette année soit une année de réussite, une année de santé surtout, de prospérité. Voilà, et de réussite dans toutes les entreprises. Donc on vient avec vous avec une fonction très costaud quand même. Donc on donne h de x égale cos de 2x plus 1 sur 4 cos 2x plus 2. Première question, déterminer le domaine de définition d de h de h. Deuxième question, montrer qu'on peut réduire l'intervalle de h. Donc l'étude de h à l'intervalle i égale 0 pi sur 4 union pi sur 4 pi sur 2. Troisième question, montrer que h est dérivable sur d de h et que h' est égal à cos x sinus x, facteur de 1 moins 2 cos 2x, facteur de 1 plus 2 cos 2x sur cos carré de 2x et en déduire les variations de h sur i. Après, en question 4, donc on dit sans résoudre explicitement l'équation h de x égale 0, donc montrer qu'elle admet une unique solution alpha appartenant à pi sur 4, pi sur 3. Et puis en déduire le signe de h sur i. En cinquième question, on demande de tracer la courbe de h donc sur moins pi pi. Et en sixième question, soit j'ai la restriction de h à l'intervalle pi sur 4, pi sur 3. Petit a, donc montrer que G admet une bijection réciproque, notée G-1. Donc, et en petit b, calculer G-1 de 0 en fonction de h' de alpha. Et on dit on prendra donc alpha était environ égal à 0,85. Voilà donc pour la fonction qu'on vous a amenée. Nous allons donc sans tarder essayer de répondre à la première question. Donc, déterminer le domaine de définition d de h de h. Maintenant, ici, on sait que ce qui nous intéresse, c'est toujours ce qui se passe avec la partie rationnelle. Donc, comme ici, c'est une combinaison entre cos 2x et une fraction, donc 1 sur 4 cos 2x. Voilà, donc ce qui va nous intéresser. Donc, hx va exister si et seulement si cos de 2x est différent de 0 bien sûr, et en posant l'équation donc cos de 2x égale 0 qui correspond à cos de pi sur 2, comme la fois passée, nous aurons deux possibilités. Donc 2x égale pi sur 2 plus 2k pi, ou bien 2x est égal à moins pi sur 2 plus 2k pi. Et maintenant, en divisant partout par 2, nous aurons x est égal à pi sur 4 plus 4 plus k pi, ou bien x est égal à moins pi sur 4 plus k pi. Du coup, donc notre domaine de définition d de h, ce sera r privé de moins pi sur 4 plus k pi et pi sur 4 plus k pi, avec toujours k appartenant à z. Voilà donc pour la première question. On va essayer de passer à la deuxième question. Donc on demande de montrer qu'on peut réduire l'étude de h à l'intervalle. Donc i égale 0 pi sur 4 union pi sur 4 2. Comme vous le savez, avec les fonctions circulaires, il y a toujours des réductions d'intervalle. Voilà, donc c'est pour vous permettre, comme on vous l'explique, d'effectuer donc une étude sur un intervalle et puis de faire des translations de vecteurs. Maintenant, on va passer à ça et on joue toujours, pour réduire l'intervalle d'étude, on joue sur la périodicité, la parité et donc une éventuelle axe de symétrie. Donc voilà, on va commencer par montrer que h est périodique de période 2pi. Donc quand on voit les cos 2x, automatiquement donc on peut penser à la périodicité. Du coup, on va dire donc h2pi x plus pi sur 2, ça nous fait cos de 2 facteur de pi x plus 2pi plus 1 sur 4 cos 2 facteur de x plus 2 pi plus 2. Et maintenant, en développant, on va se retrouver avec, en mettant le 2 à l'intérieur, donc on aura cos de 2x plus 4 pi plus 1 sur cos de 2x plus 4 pi, avec toujours le 4 devant, plus 2. Et maintenant, cos de 2x plus 4 pi, donc c'est toujours cos de 2x plus 2k pi, donc on revient sur cos de 2x plus 1 sur 4 cos 2x plus 2 qui correspond donc à h de x. Par conséquent, on peut dire que h est périodique, et comme h est périodique, donc on peut réduire l'intervalle d'étude à l'intervalle, donc moins pi, pi inter toujours le domaine de définition.
Voilà, maintenant on va montrer que h est pair. Donc, et pour cela, on va calculer h de moins 1, moins x plutôt. Donc, la fonction cosinus est une fonction paire, comme on le sait, et la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, on va jouer sur la parité, donc, et montrer que h de moins x, comme vous le voyez, donne cos de moins 2x plus 1 sur 4 cos de moins 2x plus 2, et ça nous donne encore h de x. Par conséquent, on peut dire que h est pair, donc l'intervalle d'étude maintenant peut être réduit à 0 pi, toujours inter d de h. Donc comme h est pair, on sait que l'axe des ordonnées donc devient ce qu'on appelle un axe de symétrie. Maintenant, on va jouer un peu sur le fait que x égale pi sur 2 est axe de symétrie. Donc en le regardant avec pi sur 2, avec les cosinus, on sent tout de suite que donc pi sur 2 peut être un axe de symétrie, mais il faut toujours le démontrer. Voilà, donc quel que soit x appartenant à notre d de h, donc du coup 2 fois à 2a, donc c'est-à-dire 2 fois pi sur 2 qui est égal à pi. Pi aussi appartient à d de h, donc on peut tout simplement faire cos de 2a moins x et démontrer que c'est égal à cos de h de 2a moins x plutôt, démontrer que c'est égal à h de x. Donc ça nous donne cos de 2 facteur de pi moins x plus 1 sur 4 cos de 2 facteur de pi moins x plus 2. Et en mettant le 2 à l'intérieur, donc on se trouve avec cos de 2 pi moins 2x plus 1 sur 4 cos de 2 pi moins 2x. On vient tout de suite de prouver que c'est périodique. Donc en ajoutant 2 pi, on ne change rien. On retombe sur cos de moins 2x plus 1 sur 4 cos de moins 2x plus 2. Et cos de moins a est égal à cos de a. Donc on retrouve h de x. Par conséquent, la droite d'équation x égale pi sur 2 est un axe de symétrie donc pour la courbe. Et comme c'est un axe de symétrie, donc l'intervalle d'étude peut être réduit donc à 0 pi sur 2 avec toujours inter d de h. Maintenant, on remarque que comme pi sur 4 plus k pi n'appartient pas à d de h, bon, ici on devait mettre d de h, et si k est égal à 0, x égale pi sur 4, et ce pi sur 4 se trouve sur cet intervalle, donc on va l'exclure et avoir donc l'intervalle d'étude qu'on nous a demandé de démontrer. Donc i finalement est égal à 0 pi sur 4 union pi sur 4 pi sur 2. Voilà donc pour cette question. On va passer à la question suivante. On demande de montrer d'abord que h est dérivable sur son domaine et que h' de x égale cos x sinus x facteur de 1 moins 2 cos 2x facteur de 1 plus 2 cos 2x sur cos carré 2x, puis en déduire les variations de h sur i. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, on nous présente h est là, donc voilà. On sait que cos de 2x est dérivable sur r, donc 1 sur cos de 4 cos de 2x est dérivable donc sur le domaine. Par conséquent, donc h est dérivable sur son domaine de définition. Et comme h est dérivable sur le domaine, donc on va essayer de dériver. Donc h est là. Donc vous voyez que c'est cos 2x et avec une partie rationnelle. Et cette partie rationnelle, c'est la forme u1 sur u qui est égale à moins 1 sur u carré. Donc on va appliquer ça. 2 est une constante. Maintenant, h', donc on sait que cos de 2x, c'est la forme cos de u. Donc c'est moins u' sinus de u. Donc avec u égale 2x, en dérivant nous avons moins 2, donc là nous avons moins 2 sin 2x plus ici aussi donc c'était u'v moins v' sur v carré, donc là u' c'est égal à 0, v est égal à 4 cos 2x moins v'. Maintenant ici v' est sous la forme ku, en dérivant on a ku', donc en dérivant cosinus on a moins sinus, donc et c'est cos de u, donc ça fait moins sinus de u. Maintenant je te rappelle que c'est u sur v, u'v moins v'. Donc il y avait un moins avant le moins de la dérivée du cosinus. Donc du coup moins et moins ça fait plus. Et maintenant ici en dérivant on avait 2 fois 4 8. On avait moins 8 sin 2x avec le moins qui était là déjà. Donc ça fait plus 8 sin 2x. Et maintenant sur tout le dénominateur au carré. Donc c'est 4 cos 2x le tout au carré. Ça fait 16 cos carré de 2x. Maintenant il s'agit juste de faire des assemblages. Donc là on sait que sin 2x c'est 2 sinus x cos x. Il y avait déjà ici un 2, donc 2 fois le 2 qui était là, ça nous fait 4 moins 4 sin x cos x. Ici on avait 8 sur 16, on a simplifié pour avoir sin 2x sur 2 cos carré 2x. Et là on va transformer et réduire au même dénominateur.
Donc on va multiplier 2 cos carré 2x sur le 4, ça nous fera donc moins 8 sin x cos carré 2x. Ici on a oublié x, mais voilà, donc il faut savoir qu'il y a un x ici. Plus maintenant, ici nous avons sin 2x qui peut s'écrire 2 sin x cos x est là maintenant, toujours le dénominateur est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va factoriser maintenant 2 sin x cos x. Si on factorise ici, il va rester 1. En enlevant ici 2 sin x cos x, il va rester 4 moins 4 cos carré 2x est là, c'est ça que nous avons, c'est a au carré moins b au carré finalement. Donc on va simplifier ces deux là et avoir donc la forme demandée. Sin x cos x, donc h' plutôt est égal à sin x cos x facteur de 1 moins 2 cos 2x facteur de 1 plus 2 cos 2x sur cos carré de 2x. Voilà pour cette question. Donc on va maintenant en déduire les variations comme on nous a demandé. Donc déduisons-en les variations de h sur i. Maintenant ces variations, on sait que voici notre dérivé et voici notre intervalle d'étude i. Le dénominateur n'est pas un problème, donc il est positif ou nul. Donc il sera strictement positif même d'ailleurs, parce que la seule valeur qui va l'annuler c'est pi sur 4 et on l'a exclu, donc on devait mettre cos carré 2x strictement positif. Donc le signe va dépendre du numérateur, et comme le numérateur est sous forme de produit, on va juste poser que le produit est égal à 0 pour étudier le signe. Du coup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la possibilité de le mettre comme ça. Donc sin x égale 0, cos x égale 0, 1 moins 2 cos 2x égale 0 et 1 plus 2 cos 2x égale 0. Du coup, sin x égale 0, on peut toujours le laisser, ça il n'y a pas de souci. Donc cos 2x, ici on va transformer, c'est-à-dire on va transposer le 1 qui devient moins 1. En divisant avec moins 2, on a cos 2x égale 1 demi égale cos de 3 pi sur 3. Et pour l'autre côté, donc on va transposer, on aura moins 1, 2 cos 2x est égal à moins 1, donc cos 2x est égal à moins 1 demi, qui est égal à, voilà, donc c'est pi moins celui-là, parce que on sait que cos alpha, cos pi moins alpha égale moins cos de alpha. Donc ici on a moins cos de alpha, donc on savait que on a pi moins alpha, et là ça nous fait donc cos de 2 pi sur 3. Et maintenant ça nous permet d'écrire, on va prendre ces deux lignes et on va les transformer. Donc on sait que cos de 2x égale cos de pi sur 3 va impliquer que 2x égale pi sur 3 plus 2k pi, donc x égale pi sur 6 plus k pi en divisant par 2, et 2x égale moins pi sur 3 plus 2k pi. Par conséquent, x sera égal à moins pi sur 6 plus k pi. Et pour la deuxième ligne, autant pour moi, donc cos de 2x égale cos de 2 pi sur 3 va nous donner 2x égale 2 pi sur 3 plus 2k pi. Donc en divisant par 2, x sera égal à pi sur 3 plus k pi. Ou bien donc 2x égale moins 2 pi sur 3 plus 2k pi en divisant par 2, donc x égale moins pi sur 3 plus k pi. Maintenant, nous avons 4 possibilités. Il faudra étudier parmi ces possibilités-là quelles sont les possibilités qui sont dans l'intervalle i qu'on nous a demandé. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Voilà, donc nous avons déjà ça. Donc c'est ça ce que nous avions tout à l'heure. Maintenant on va prendre pour chaque angle, on va faire un encadrement, trouver k et voir quel est l'angle qui se trouve dans l'intervalle i. Donc si on prend le premier, donc pi sur 6 plus k pi, comme x appartient à 0 pi sur 2, bon, on va nonobster le fait que pi sur 4 est là, donc on l'a déjà exclu, donc on se trouve dans cet intervalle, il n'y a pas de souci. Donc il ne s'agit en fait que de trouver le k, hein. Donc pi sur 6 plus k pi est compris entre 0 et pi sur 2, donc et en trouvant k, on retrouve k est égal à 0. Donc l'angle qui se trouve dans cet intervalle, dans l'intervalle i, c'est pi sur 6. Par contre, si on prend la deuxième partie en transformant, donc ici entre 1 sixième et 2 tiers, c'est 0,0, il n'y a pas d'entier relatif entre les deux. Donc dans cette partie là, k n'existe pas. Donc sur cette deuxième ligne, on ne peut pas avoir un angle qui se trouve dans l'intervalle i. On fait la même chose pour l'autre ligne, donc sur voilà, avec 2 pi sur 3.
on trouve que k est égal à 0 et x égale pi sur 3. Et maintenant, sur la dernière ligne, on trouve que donc k est compris entre 1 tiers et 5 sixièmes. Donc, comme vous le voyez, ici c'est 0,0, donc dans cette partie-là aussi, il n'y a pas d'angle, k n'existe pas. Donc, S égale ensemble vide sur ces deux parties. Mais sur les deux premières parties, donc nous avons pi sur 6 et pi sur 3. Voilà, maintenant, on revient sur notre intervalle I égale 0 pi sur 2. Donc, on avait posé que le produit, c'est-à-dire ce numérateur-là est égal à 0. Du coup, on va savoir que sinus va être annulé par 0 sur 0 pi sur 2. Cosinus va être annulé par pi sur 2. Donc, et le deuxième ou bien le troisième produit plutôt, 1 moins 2 cos 2x est annulé par pi sur 6 et 1 plus 2 cos 2x est annulé par pi sur 3. Maintenant, si on met tout ça dans un cercle trigonométrique, vous allez mieux comprendre. Pour faire vite, maintenant, on va mettre le tableau de signes, comme ça va vous permettre de comprendre. Voilà, donc sinus et cosinus sont dans des parties positives, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, ici, avec le troisième produit, donc 1 moins 2 cos x, donc vous remarquez entre 0 et pi sur 6, donc il est négatif. Regardez, entre 0 et pi sur 6, nous sommes là. Maintenant, le pourquoi, parce que vous savez qu'entre 0 et pi sur 6, nous avons des cosinus qui sont positifs, n'est-ce pas? Et ces cosinus positifs-là vont être transformés par chose comme ça s'appelle le moins 2 qui va les rendre négatifs. Or, moins 2 est plus grand que 1. Donc, en multipliant moins 2 par les cosinus qui sont là, on va obtenir des valeurs qui sont négatives. Donc, qui vont faire que la somme là donc, va devenir négative parce que nous partons donc dans le sens indirect. Quand on part plutôt dans le sens direct. En partant dans le sens direct, je rappelle que nous passons vers les parties des cosinus qui sont négatives. Donc, et en partant donc dans le sens indirect, on part vers le sens des cosinus qui sont positifs. Donc, entre 0 et pi sur 6, cosinus de 2x est positif, mais moins cosinus de 2x est, moins 2 plutôt cosinus de 2x est négatif. Et ce qui fait que donc, entre 0 et pi sur 6, donc nous avons une partie qui est négative. Et entre pi sur 6 et pi sur 2, donc nous avons des parties qui sont positives. Maintenant, pour le deuxième produit, pour le dernier produit, ça dit 1 plus 2 cosinus de 2x. Ici, vous voyez, entre 0 et pi sur 3, c'est positif. Regardez, comme je viens d'expliquer, entre 0 et pi sur 3, on part vers les cosinus positifs, n'est-ce pas? Et comme 1 plus 2 sont positifs aussi, donc le cosinus étant positif, donc entre 0 et pi sur 3, on va avoir des valeurs positives. Mais à partir de 0,3, on va tendre vers des parties négatives, comme je l'ai expliqué. C'est comme si on a déplacé cet axe-là sur ce point. Et là, nous allons juste regarder les parties négatives et les parties qui sont positives. C'est aussi simple que ça. Maintenant, après avoir mis notre tableau, donc, vous voyez bien, pi sur 4 a été exclu avec la double barre. Donc, ici, moins fois moins, plus fois plus plutôt, c'est plus. C'est seulement le moins là qui vient rendre tout ça négatif. Ici, nous n'avons que des valeurs positives de ce côté-là. Et ici également, ces 3 plus là vont être annulés par ce moins. Du coup, donc, voici les variations de h sur 0 pi sur 6, comme vous le voyez. H' est négatif, donc H, notre fonction est décroissante. Sur pi sur 6, pi sur 4, union pi sur 4, pi sur 3. Donc sur cette partie-là, H' est positif, donc par conséquent, H est croissante. Maintenant, entre pi sur 3 et pi sur 2, comme on le voit, H' est négatif, donc H est décroissante. Voilà, on passe à la question suivante. On dit donc, sans résoudre explicitement l'équation h de x égale 0, montrer qu'elle admet une unique solution alpha appartenant à pi sur 4, pi sur 3 et d'en déduire le signe de h sur i. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer tout simplement de traduire la bijection. Donc, on dit que sur pi sur 4, pi sur 3, h est continu est strictement croissante. Donc, h est une bijection de pi sur 4, pi sur 3 vers h de pi sur 4, pi sur 3. Maintenant, si on a l'image, on pourra voir comment se comporte h, quelle valeur elle va prendre donc sur l'intervalle en question. C'est ça l'objectif en fait. Voilà, donc on va calculer la limite quand x tend vers pi sur 4 et en calculant, donc nous avons ça, nous avons, voilà, donc ici avec cos de 2x, ça fait 0, donc avec la partie rationnelle, on aura 1 sur 0. Donc on va essayer de chercher le signe du dénominateur. Voilà, donc on sait que le dénominateur est annulé par pi sur 4.
Donc la limite à gauche, comme vous le savez, à gauche de pi sur 4, donc c'est entre 0 et pi sur 4. Rappelez-vous, nous avons des cosinus positifs, donc c'est 1 plus sur 0 plus, et c'est égal à plus l'infini. Et maintenant, à gauche, à droite de pi sur 4, on tend vers des cosinus qui sont négatifs, raison pour laquelle nous avons donc 1 sur 0 moins qui est égal à moins l'infini. Donc par conséquent, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'image de cet intervalle. Bon, ici on a calculé à gauche pour quand même nous aider un peu après avec le tableau de variation. Mais ce qui nous intéresse le plus, en fait, ici c'est la limite à droite, n'est-ce pas? Et on va ici calculer h de pi sur 3. On devait en réalité calculer limite quand x tend vers pi sur 3, mais comme h est continu, donc il n'y a pas de souci, donc on peut calculer directement h de pi sur 3. Donc là, ça nous donne 1. Maintenant, on a l'image de l'intervalle, donc h de pi sur 4 pi sur 3 c'est moins l'infini et 1, et on va se servir de ça. Donc on sait que comme on quitte moins l'infini vers 1, on a dépassé 0 sur le côté, donc par conséquent on a une partie négative et une partie positive. Donc alpha, la solution en question, donc se trouve sur l'intervalle pi sur 4 et pi sur 3. Voilà donc pour cette question. Maintenant on va déduire le signe de h sur i. On a alpha appartient à pi sur 4 pi sur 3 et i, donc notre intervalle d'étude tout simplement. Regardez, nous allons voir ensemble le tableau de signes. Donc entre 0 et pi sur 6, donc on avait vu que la dérivée était négative, donc la fonction est décroissante. Et regardez, on quitte une valeur positive vers une autre valeur positive qui est 3, parce que 13 quarts c'est environ 3, quelque chose. Donc on a une légère baisse jusqu'à 3 et on remonte donc jusqu'à plus l'infini. Donc on peut dire que sur 0 pi sur 4, donc h est positive, n'est-ce pas? H prend seulement des valeurs qui sont positives. Maintenant, entre pi sur 4 et pi sur 3, regardez, donc on quitte moins 1 comme on l'a vu tout de suite, et on va moins l'infini plutôt, et on va jusqu'à 1. Donc alpha se trouve sur cet intervalle, on est d'accord? Donc ici, de moins l'infini jusqu'à 1, on monte vers 1, et là, entre pi sur 3 et pi sur 2, on redescend, mais jusqu'à 3 quarts. Et 3 quarts, on n'a pas encore touché, donc comment ça s'appelle, l'axe des abscisses. Par conséquent, donc vous avez vu que la partie entre moins l'infini et alpha est négative, mais la partie entre alpha et pi sur 2 est positive. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est entre 0 et pi sur 4. Donc directement, h est positive, mais entre pi sur 4 et alpha, on a des valeurs qui sont négatives. Le signe de plutôt la fonction est négative, et entre alpha et pi sur 2, donc h est positif. Donc h prend des valeurs qui sont strictement positives. Voilà donc pour la courbe. Donc comme vous le voyez, donc c'est ça, entre pi, moins pi et pi. Donc comme on a vu tout de suite, donc ici c'est voilà, donc pi sur 4 est là, donc on quitte pi sur 4 et on monte jusqu'à 1, comme vous le voyez, entre moins l'infini et 1, donc on passe par 0 nécessairement. Donc voici notre alpha, et regardez, on monte jusqu'à 1, et là on décroît encore, mais on va, voilà, donc on ne touche pas l'axe des abscisses. Et je rappelle que ça c'est un axe de symétrie, donc c'est la droite d'équation x plutôt égale pi sur 2. Et regardez, comme on a vu, entre 0 aussi et pi sur 4, on prend juste des valeurs qui sont positives, donc notre fonction est positive, donc sans aucun doute. Voilà, on va passer à la question suivante maintenant. On nous demande de montrer que G admet une bijection réciproque notée G-1 et de calculer G-1' de 0 en fonction de H' de alpha, et en prenant alpha égale environ 0,85. Du coup, on avait déjà démontré ça, donc sur pi sur 4, 3, h est continue et strictement croissante, donc h est une bijection de pi sur 4, pi sur 3 jusqu'à vers moins l'infini et 1. Maintenant, on va essayer tout simplement de calculer g-1' de 0. Donc comme la fonction est continue et strictement croissante, donc h peut admettre une bijection comme on le voit, et cette bijection on l'appelle g-1. Et g-1' de 0, pour le calculer, c'est pas très compliqué. On
sait que g de alpha égale 0, ça on l'avait déjà déterminé. Donc l'image, l'antécédent de 0 c'est alpha, et maintenant on sait que g' de alpha c'est sinus de alpha cos alpha, donc on remplace x par alpha, et en calculant, bon, si je ne me suis pas trompé, on trouve 27,8 qui n'est pas nul. Donc comme g' de alpha n'est pas nul, donc par conséquent on peut calculer g' moins 1 g moins 1 prime de 0 qui est égal à 1 sur h' de alpha, qui est c'est 1 sur g' de alpha, c'est 1 sur 27,8 qui est environ égal à 0,004. Voilà les gars, j'espère que la fonction vous a plu. On vous donne rendez-vous donc à comment tracer une courbe pour la tracer correctement. D'ici là, portez-vous bien et à dimanche pour une nouvelle fonction à étudier.